Le spectacle est très dur vis-à-vis de mon mari, mais parce qu'il parle beaucoup de cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est complètement moi qui lui fais à l'envers et ça me fait un bien fou. C'est pour ça que les gens, ils sont toujours là, circonspects quand ils sortent du spectacle, en mode mais attends, elle est jamais là le soir et tout. J'ai l'impression qu'elle a un mari qui gère. Oui, mais encore avec un mari qui gère tous les soirs, je trouve que l'ardoise est à peine à l'équilibre. C'est pour vous dire à quel point je trouve que le système est injuste. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. C'est une grande première, je reçois aujourd'hui une humoriste dans Mère. Je l'ai entendue sur France Inter, elle parlait de son mari, le stagiaire qui a encombré son congé mat. J'ai éclaté de rire et je me suis un peu reconnue. C'est pour ça qu'elle fait salle comble en ce moment à Paris, au point virgule, avec son spectacle. Le titre, c'est Mauvaise graine. Les mamans trentenaires ou jeunes quarantenaires comme moi jubilent de se voir si bien représentées. Je lui ai tout de suite écrit sur Instagram en espérant qu'elle accepterait de venir à ce micro. Elle m'a dit oui dans la minute. Marine Leonardi ose tout dire sur ses grossesses, son couple, sa vie sexuelle, sa mère et sa belle-mère. Et ça crée un joyeux décalage avec son look de parisienne, élégante et bien élevée. On a assisté au spectacle avec Marion, on a ri beaucoup. On a pensé que c'était un show très louve. On y entend une femme qui ne se prend pas au sérieux, qui ne prend pas non plus la maternité et ses injonctions trop au sérieux, et ça fait beaucoup de bien. On entend aussi un cri de colère savoureux sur toutes ces petites injustices du quotidien, et un cri de puissance de pouvoir enfin parler de tout ça et d'en rire. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Comment tu vas aujourd'hui ? Super, je suis vraiment ravie d'être là, d'être invitée, très honorée aussi. Merci d'être là, d'avoir répondu tout de suite et spontanément. Tu reviens de Metz où tu as présenté ton spectacle hier, donc tu faisais un peu l'aller-retour entre Metz et Paris au point virgule. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Qui es-tu aujourd'hui en 2024 ? Eh bien, donc, je suis une femme de 34 ans qui est en effet originaire de Metz. J'ai quitté Metz à 18 ans pour faire mes études supérieures en région parisienne. Et donc, j'ai fait une prépa, une école de commerce. Puis, j'ai bossé 10 ans dans des grands groupes comme plein de gens qui ont fait ce parcours-là. Et en parallèle, toute ma vingtaine, de mes 20 à mes 30 ans, j'ai fait pas mal de théâtre. J'avais besoin de cette soupape pour me divertir. Et même si j'adorais le théâtre, ça me comblait pas à 100%. Et à un moment donné, j'ai écrit une pièce de théâtre. Et en écrivant cette pièce de théâtre, je me suis dit, en fait, j'adore écrire des blagues. Et j'ai commencé à faire du stand-up en parallèle de mon job il y a 3 ans. Ok. Et maintenant, je suis humoriste à temps plein. Tu as fait du stand-up, tu avais déjà tes filles ? J'avais ma première fille, Joséphine. J'ai commencé le stand-up, elle avait, je pense, 1 an. Là, oui, c'est ça, elle a 4 ans et demi, donc elle avait 1 an. Et c'était aussi une grosse source d'inspiration. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le stand-up, je parlais beaucoup d'elle, de la maternité, de comment ça avait bouleversé mon couple. Donc, ça a été aussi un déclencheur pour moi. Maternité, booster de nouvelles carrières. Complètement. Comment ça se passe quand on débute dans le stand-up ? Enfin, on voit des émissions, tout ça, mais en vrai, comment on fait pour passer de j'écris des sketchs à je suis sur scène ? Est-ce que tu as dû débloquer des choses en toi ou c'est venu naturellement ? À cette question qu'on me pose souvent, je dirais que c'est hyper gratifiant le stand-up parce que c'est beaucoup plus décloisonné et facile d'accès que le cinéma, la chanson. C'est-à-dire qu'il y a des comédie clubs, notamment dans Paris. Et pour les Parisiens qui nous écoutent, c'est assez facile parce que maintenant, il y en a un au moins par arrondissement. Et il suffit d'y aller, de dire j'ai un sketch. Et on peut jouer son sketch. Et donc ça, c'est génial. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. J'ai toqué à la porte du Paname. J'ai joué mon sketch. C'est sûr que c'est vertigineux. Ce jour-là, moi, j'avais pas dormi la nuit d'avant. 1 heure avant, j'étais là. Non, mais en fait, je rebrousse chemin, je rentre chez moi. Mais une fois qu'on le fait et qu'on a passé cette barrière, on se dit, OK, là, je veux plus descendre de scène et je vais y arriver, quoi. Et du coup, on fait des blagues. Il y a des gens qui vous repèrent, qui disent « Ok, elle est marrante, on va la passer à un créneau plus confirmé ».
Et vraiment, c'est quasiment automatique. Il n'y a pas de piston, il y a pas de... C'est très méritocratique. À partir du moment où vous faites rire 3-4 personnes, les gens croient en vous et vous font monter. Donc, c'est pour ça que j'encourage tous ceux qui se sentent un peu drôles et ont envie de se lancer, toutes celles et ceux, à le faire parce qu'il y a zéro barrière dans le stand-up. Vraiment zéro barrière. La barrière ou la peur de ne pas faire rire, comment on lutte contre ça? Parce qu'il y a forcément des blagues parfois qui marchent pas. Comment tu gères ça? C'est la seule barrière, c'est soi-même. Donc, c'est encore une peur aujourd'hui que je peux avoir quand je teste du nouveau matériel. C'est quoi du nouveau matériel? C'est-à-dire que quand on essaye de se renouveler, d'avoir des nouveaux sketchs, aujourd'hui, moi, je stresse beaucoup plus quand je vais tester des nouveaux sketchs à 16h30 au Paname sur des créneaux débutants dédiés à ça, que quand je joue à 20h30 mon sketch où je sais qu'il va faire rire. Et s'il fait pas rire ce soir-là mon sketch, je me remets pas en question. Alors qu'à 16h30, si je fais un test qui marche pas, je peux remettre ma vie en question en me disant mais c'est pas possible, j'ai perdu le truc. Avant de monter sur scène, je suis comme ça. Donc il y a toujours cette adrénaline, notamment quand on se met en danger soi-même. Mais en revanche, quand on maîtrise l'exercice, moi j'ai plus vraiment de stress aujourd'hui quand je monte sur scène avec ce qu'on appelle un set, donc 7 minutes, 10 minutes, 1 heure, où on sait qu'il va marcher. Par exemple, mercredi, quand j'ai joué mon spectacle au point virgule, les Louves étaient là. J'ai un petit stress avant de monter, mais qui n'est pas démesuré parce que j'ai déjà joué le spectacle, je sais qu'il fonctionne, je sais où sont ses forces et ses faiblesses. Et c'est vraiment, pour faire une comparaison, c'est vraiment comme quand vous débutez dans le monde professionnel, une présentation devant le COMEX, que vous êtes stagiaire, c'est l'événement de l'année, ça vous terrifie. Quand vous êtes beaucoup plus confirmé que vous êtes directeur, c'est un stress relatif, vous maîtrisez l'exercice, vous savez que ça va bien se passer. Alors, tu dis que même ce spectacle qui est rodé, qui te fait moins peur, parfois, tu as l'impression que ça fonctionne moins. Ça dépend de quoi? De la salle? On n'aime pas dans le stand-up dire que ça dépend de la salle. Il y a une règle d'or qui est le public a toujours raison. Mais il y a aussi une vérité, c'est qu'il y a des publics qui sont plus ou moins chauds. Enfin, c'est pas les gens individuellement, c'est comment ça prend collectivement. Okay. Et donc, on le sent tout de suite aux premières blagues si on est face à un public qui est vraiment en lâcher-prise totale. Et ça a tendance à accélérer, nous, notre lâcher-prise. Ou si on sent qu'il y a une petite réticence. Et donc, là, il va falloir aller épuiser des ressources différentes en soi, soit plus d'énergie, soit au contraire être un peu plus calme et pour arriver à les attraper. Il y a des techniques comme ça pour se mettre au diapason du public et les faire monter en puissance avec soi. Mais c'est vrai que chaque public est différent, chaque représentation est différente. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Donc, tu t'adaptes toujours? Tu as des blagues de secours? Ou alors, tu improvises? Dans le cadre du spectacle, comme tu as pu le voir, je limite un tout petit peu l'improvisation parce que ce n'est pas forcément non plus mon point fort. Je ne suis pas Redouane Bougueraba. Mais ça peut m'arriver de me dire, OK, là, ils aiment vraiment ça, que j'interagisse avec eux. Ils ont besoin de ce moment où je leur parle avant de rentrer dans le propos. Donc ça peut être une technique. Comme je te disais, une autre technique, c'est vraiment d'être encore plus en énergie pour aller choper les gens qui sont peut-être un peu endormis. Il y a aussi une question d'horaire. C'est-à-dire, les spectacles, c'est toujours le soir à 20h. Mais par exemple, au Paname, le week-end, il y a des sessions à midi, à 14h, à 16h, à 18h, à 20h, à 22h, à minuit. Et donc, c'est pas du tout pareil de jouer à midi, un samedi où les gens sont hyper heureux, c'est le week-end, donc 99% du temps, ils hurlent de rire, et jouer à 23h un mercredi soir au Paname, où les gens, peut-être ils sont bourrés. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est plus des jeunes, on sait pas du tout qui on va avoir, ou peut-être ils sont fatigués, ils savent pas pourquoi ils sont là non plus. Et donc, on sait qu'en fonction de l'horaire et du public et de là où on joue, c'est très différent. Tu disais qu'une fois que tu étais montée sur scène, tu as dit que tu voulais plus en redescendre. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es là? Je crois que chaque humoriste ressent quelque chose de différent. Moi, je me sens vraiment honorée de parler aux gens. En fait, je me dis, mais quelle chance que j'ai dans ma vie, que des gens m'écoutent et aient envie d'entendre ce que j'ai à dire. Et du coup, j'essaie toujours d'avoir un propos qui est déculpabilisant pour les gens, évidemment rigolo, fun, et de créer ce moment avec eux et de leur parler et de vraiment avoir l'impression d'une discussion, même si c'est en réalité un monologue, mais une discussion. Et donc, je me sens vraiment nourrie à chaque fois et à chaque fois très heureuse. Une fois que j'ai performé, je me dis, mais j'ai vraiment le plus beau métier du monde, quoi.
La reconversion, parce que c'est quand même de ça qu'on parle, ça a été douloureux sur certains points. Est-ce qu'il faut renoncer à un confort de vie? Est-ce qu'il faut convaincre ses proches et peut-être ta Ouais. mère et ta belle-mère que tu as le droit d'aller sur scène parler de ta chatte? Comment ça s'est passé tout ça? Moi, j'ai fait une reconversion en douceur. J'en parle de ça parce que je trouve qu'il y a un fantasme du mec qui jette l'éponge du jour au lendemain et de la passion dévorante. Moi, je me suis reconvertie, entre guillemets, tard, à 31 ans. Enfin, c'est tard dans le monde artistique. C'est pas tard dans l'absolu, mais c'est tard dans le milieu artistique. Je fais vraiment partie des vieilles, des boomeuses. Enfin, vraiment, quand j'arrive dans les loges, les gens me voient comme un dinosaure. Et surtout, je l'ai fait en douceur. C'est-à-dire que j'ai eu cette possibilité que tout le monde n'a pas de faire en parallèle de mon job de cadre du stand-up, de par les horaires notamment. Et ça a été super parce que quand je me suis lancée dans le stand-up, je n'avais que des certitudes. En fait, je me suis lancée vraiment dans le stand-up il y a 3 mois. Enfin, ça fait 2 ans et demi que je pratique tous les soirs, mais ça fait 3 mois que j'ai quitté mon ancienne boîte, Shiseido. Quand j'ai quitté Shiseido, c'était pas vertigineux. Je me suis pas dit, ouais, financièrement, je me mets en danger. Tout. Non, je gagne déjà bien ma vie avec le stand-up. Donc, vous avez le droit de faire les deux en même temps. Et ça a été une difficulté pour moi, c'est que les gens, par exemple du stand-up, me disaient c'est pas sérieux, t'as encore ton job à côté. Les gens de mon job d'à côté me disaient c'est pas sérieux, t'es au stand-up le soir. On s'en fout. En fait, il faut s'écouter. Moi, je l'ai fait autant de temps que j'en avais besoin. Et c'est vrai que les difficultés, on a tendance à se concentrer sur les difficultés. J'ai 80% des gens qui m'encourageaient. Mais c'est vrai que j'avais un gros 20% qui me disaient comment fait ton mari? Il s'appelle Alix. Comment fait Alix? Le pauvre, il est tout seul le soir, il garde les filles. Ma mère, il va te larguer. Punaise, on a payé une école de commerce et là, tu nous fais une petite crise de la trentaine. Enfin, j'en ai entendu dans tous les sens. J'ai des amis qui sont venus voir le spectacle, qui parfois mesuraient pas, là, au tout début, hein, quand il était encore un peu vert le spectacle, et qui mesuraient pas l'impact de leurs mots parce que eux ils bossent en entreprise, donc ils sont en mode alors tes axes d'amélioration c'est ça, tes forces, tes faiblesses. Enfin, tu es confronté à un univers de gens qui n'est pas en reconversion, qui n'est pas habitué au milieu artistique, qui peut avoir des phrases un peu blessantes. Moi, on me disait tout le temps, quand ça faisait même pas 6 mois ou 1 an que je faisais du stand-up, alors c'est quoi tes indicateurs de succès? À quel moment tu arrêtes si jamais tu sens que ça ne performe pas? Est-ce que tu t'es fixé un horizon de temps? Est-ce que tu as un business plan? J'étais là, mais lâchez-moi en fait. On n'est pas en train de créer la nouvelle crème solaire. On est en train... J'ai le droit d'avoir des doutes, j'ai le droit d'avoir un parcours qui est fait de haut et de bas. Donc ça, c'est assez surprenant, en effet. Il faut vraiment, je crois, fermer ses écoutilles et ne garder que les gens qui te soutiennent. Et moi, j'avais la chance d'avoir plein d'amis qui me soutenaient très, très fort, qui me disaient « Nous, on y croit à fond, on est sûr que c'est ton truc, vas-y, quoi. » Est-ce que tu étais déjà la rigolote de la bande depuis ta jeunesse? Ouais, j'étais la rigole. En fait, j'étais pas. Ça veut pas dire que j'étais la plus drôle. J'ai des potes qui sont beaucoup plus drôles que moi, mais j'ai toujours été attirée par la mécanique de la blague. Qu'est-ce qui fait rire les gens? Enfin, moi, le rire est indispensable à ma vie parce que je suis une très grande anxieuse. Et il y a vraiment que le rire qui me fait sortir de ces états d'anxiété. Et les gens qui sont drôles me fascinent. Donc, j'ai toujours été attirée par ça. Quand j'étais au collège, je faisais des petits sketchs dans la cour. C'est mes copines de collège qui me l'ont rappelé. Je m'en souvenais plus. Quand j'étais en école de commerce, j'essayais tout le temps de faire la rigolote. Et ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, il y a des gens, notamment d'école de commerce. Enfin, mon réseau d'école de commerce me soutient très très fort. Et ça, je suis impressionnée. Beaucoup qui viennent me voir au point virgule, des gens des générations d'au-dessus, des alumni et tout. Et ils me disaient, mais on a toujours su que tu allais faire ça. Et en fait, quand j'étais en école de commerce, pour le coup, essayer d'être une femme drôle, c'était pas forcément bien perçu. Parce qu'une femme drôle, pour les mecs, c'est un peu genre, soit une menace, soit, ouais, elle est gênante, pourquoi elle fait ça et tout. Et j'ai toujours persévéré là-dedans. Je me suis dit, non, mais je vais pas faire la nana qui minaude, c'est pas moi, j'ai envie d'être drôle, j'ai envie de rire. Mais le rire est préempté par les hommes. Le rire, c'est un truc d'homme. Voilà, les mecs qui se mettent en bande, Encore, ils tu rigolent. trouves? Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, tout le sujet de est-ce que les femmes sont plus drôles que les hommes? Est-ce qu'il y a assez de femmes représentées dans le monde de l'humour? Moi, je dis, ça, il faut commencer par dire aux filles et aux petites filles, tu as le droit d'être drôle, tu as le droit de faire des blagues, fais des blagues. Une petite fille, quand on l'élève, on a tendance à pas valoriser son côté original, foufou. On aime bien que la petite fille soit sage, soit gentille, soit mignonne. Et ça part de là. Moi, quand j'essayais d'être drôle plus jeune, il y a des mecs qui suivaient pas ou qui me... Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de grandir avec des filles drôles avec qui on rigolait tous les jours. Et ça, je les remercie parce que ça m'a entraînée à continuer à essayer de le faire.
Ça s'apprend aussi à être drôle, ça, il faut l'expliquer aux gens. Plus on fait des blagues, plus on est drôle. C'est vraiment comme être bon au tennis. Moi, je l'espère, de plus en plus drôle. Ouais, bien sûr. Et si t'as jamais fait de blague, si on t'a jamais donné la parole, si on t'a jamais donné confiance en toi, tu peux pas être drôle. Ton mari, il est à 100% OK de ton côté depuis le début. Il a fallu un peu travailler pour que ce soit accepté, notamment tout ce que tu dis dans le spectacle, qui n'est évidemment peut-être pas le reflet de la réalité, mais sûrement inspiré. Comment ça se passe ? Inspiré, ouais. Et puis, j'imagine aussi dû prendre un peu son rôle à cœur. Hein, quand toi, tu es au stand-up le soir et que tu bosses la journée, comment vous avez géré tout ça ? Mon mari, il est d'un énorme soutien. Honnêtement, il faut commencer par là parce que c'est triste aujourd'hui, mais c'est une réalité. Beaucoup d'hommes n'accepteraient pas ce que je fais vivre à mon mari. Donc, mon mari, il est tous les soirs à la maison à garder nos filles. Il dîne souvent seul. Donc, pour ça, je le remercie à 100%. Il y a eu des moments difficiles. J'avais fait quelques scènes avant le confinement, puis il y avait le confinement. Et puis, quand ça a déconfiné, j'ai eu un momentum où je suis retournée dans les comédie clubs qui m'avaient complètement oubliée. Et que j'avais beaucoup bossé pendant le confinement. Et donc, comme ça manque de filles un petit peu dans ce milieu, enfin, il y en a, mais elles ne sont pas assez mises en valeur, etc. Bref, c'est un débat éternel. Mais on va dire que globalement, les filles manquent de visibilité. Dès qu'il y a une nouvelle fille, elle est vachement mise en avant. Et moi, j'ai été très fort mise en avant tout de suite. Il a un peu badé à ce moment-là, parce qu'il s'est dit, non, mais est-ce que c'est une lubie ? Est-ce que c'est sérieux ? Parce que la mise en avant, du coup, c'était été 2021. Et j'ai annulé des vacances ensemble pour saisir des opportunités de stand-up. Et là, il s'est dit, non, mais c'est bizarre ton truc. On a que Joséphine à l'époque, notre fille. Là, t'es prêt à rétrograder ta famille pour un truc qui sort de nulle part. Mais moi, j'ai tout de suite compris en fait ce qui se passait. J'ai tout de suite dit, non, mais en fait, ça va le faire. Il faut que je persévère. Et après, il s'est adapté. Il a dit, OK, c'est sérieux, tu es en train de structurer le truc, donc je t'aide et tout. Mais ça reste qu'il y a des moments difficiles. Par exemple, moi, j'évite de trop lui parler de stand-up quand je rentre à la maison. Parce que c'est un métier passion, mais ça reste notre job et c'est pas toute notre vie et il faut qu'on parle d'autre chose. Donc, il y a des moments où c'est plus compliqué. Il voit bien que, par exemple, moi, les vacances, les temps off qu'on peut avoir avec nos filles, moi, mon bonheur, c'est de passer du temps avec mes filles et d'écrire du stand-up. Lui, il aimerait qu'on voyage plus, on parte à l'étranger, Mais moi, tu me donnes 2 semaines de vacances, tu me mets dans une maison de campagne, j'écris, je m'entraîne. Et donc maintenant, j'essaie de doser tout ça pour qu'on continue de se créer des souvenirs de famille et que le stand-up n'envahisse pas tout. Parce qu'on peut se laisser envahir par sa passion. Ouais, je comprends, c'est difficile à maîtriser, surtout que tes filles, elles sont petites. La plus petite, Thelma, elle a 14 mois. Elle a 14 mois, ouais. Comment t'as fait enceinte ? T'as fait du stand-up enceinte ? T'as fait une pause Mais ça a été un choix difficile parce que à ce moment-là, je me suis dit, le stand-up étant en accélération, je me suis dit, est-ce qu'on conçoit notre deuxième fille ? Et là, je me suis dit, bon, c'est encore trop incertain. J'avais pas envie de mettre toute ma vie personnelle en stand-by en attendant de voir si le stand-up allait prendre. Donc, je suis tombée enceinte de Thelma, mais j'ai eu une grossesse très compliquée. J'ai eu un décollement du placenta, qui est quelque chose d'assez banal, mais j'ai saigné beaucoup, vraiment beaucoup, pendant 5 mois. Et donc, j'ai été alitée. Donc, ça a été très dur parce que le stand-up était en pleine ascension et ça a mis un coup d'arrêt. Je déprimais, je faisais du télétravail à ce moment-là pour Shiseido. J'avais pas pris d'arrêt maladie parce que j'avais quand même envie de bosser et de pas être juste dans mon lit à regarder Netflix. Mon mari gérait Joséphine tout seul. Et puis, au moment où j'ai pu reprendre le stand-up, j'avais l'impression que mon niveau avait un petit peu baissé. Enfin, ça a été compliqué. Mais j'ai aucun regret parce que, encore une fois, je voulais pas arrêter des projets à 2 qu'on avait. Je m'étais dit, c'est vraiment le piège avec le stand-up. C'est de juste ne faire plus que ça de sa vie. Enfin, je pense que c'est le piège avec tous les métiers passion, mais ça a été un moment où je sais aussi que certains collègues un peu malveillants de stand-up ont pu se dire, bon, voilà, c'est bon, on l'a perdue, elle, dans la 2e grossesse, elle est alitée, c'est fini. Et on n'est pas beaucoup de femmes dans le milieu à avoir 2 enfants. Alors, il y en a déjà très peu à avoir un enfant, mais alors 2 enfants, c'est vrai que c'est dur. Comment tu gères justement au quotidien ? Maintenant que j'ai pu arrêter mon job de cadre, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je suis quand même à la maison pour les fins de journée. Donc, je suis là pour voir mes filles de 17h à 19h. C'est des moments de qualité et privilégiés que je n'avais pas du tout avec elles avant. Donc, déjà, je me console avec ça. Et j'essaie de faire un maximum avant que mon mari rentre pour que quand je pars au stand-up, au moins, il ait un maximum de faits, les bains, les dîners, etc. J'ai de l'aide, j'ai une sortie d'école. Je ne suis pas Wonder Woman, je précise parce que... Donc, avec l'aide de la sortie d'école de ma fille, de ma nounou, on fait ça pendant 2 heures. Et comme ça,
je passe du temps de qualité avec elle. Et là, mon mari prend le relais le soir. Et puis là, je pense aussi, je réfléchis un petit peu à réduire mon rythme. Je suis beaucoup en comédie club. Je suis 3 fois par soir en comédie club, en plus du spectacle. J'arrête que le lundi soir. Et je suis en train de me dire que c'est too much et qu'il faut quand même se réserver plus de soirées avec mes filles, plus de vacances avec mes filles, trouver un rythme un peu plus équilibré. Et les journées, du coup, ça ressemble à quoi ? Alors, c'est extrêmement variable. Moi, c'est ça que j'adore. Mais c'est quand même bien rempli. C'est-à-dire que ça peut y avoir une invitation dans un podcast, une écriture de chronique pour la radio, pour la télé, des sessions d'entraînement parce que je ne fais pas ça toute seule. J'ai une metteur en scène qui m'aide dans la préparation du spectacle. On va dire c'est l'équivalent d'un coach sportif. Hein. Hier, je l'ai vu pendant 2 heures au point virgule. On s'est entraîné au plateau pour améliorer des choses du spectacle. Il peut y avoir des sollicitations avec des boîtes de prod, c'est-à-dire l'équivalent des agents que je rencontre en ce moment pour voir si je vais être produite par ces gens-là ou pas. Donc, les journées filent à toute vitesse. Alors, en plus, on fait des petites vidéos pour Insta et tout. Puis moi, elles s'arrêtent à 17h, les journées. Donc, elles reprennent à 19h. Si j'accepte un déjeuner, par exemple, la journée, elle file vraiment vite. Donc, on ne s'ennuie pas. Alors, je voulais rentrer un peu dans les sujets que tu explores dans le spectacle. La maternité, ces petites injustices. Je voulais savoir un petit peu, on le sent dans le spectacle, mais qu'est-ce qui t'inspire dans ton rôle de mère au quotidien ? Est-ce que c'est plutôt l'injustice, la colère ou des choses plus positives, plus cocasses ? Comment c'est quoi la trame C'est marrant parce que je suis vraiment tombée amoureuse de mes filles, mais je ne suis pas du tout tombée amoureuse de la maternité. C'est-à-dire que je pourrais... Il y a vraiment un paradoxe autour de ça. Moi, je pourrais faire 10 enfants, 15 enfants, tellement j'adore me multiplier et voir des petits êtres avec leur personnalité. Enfin, moi, mes filles, elles m'impressionnent au quotidien. Mais en revanche, la maternité... La gestion au quotidien de tout ce que ça implique. Bon, moi, en plus, j'ai une semaine là où la grande s'est cassé le bras lundi et la petite la petite s'est ouvert le front hier. La crèche nous a appelés. Donc tout est vrai sur ton compte Insta. Mais tout est vrai, vraiment, tout est vrai. Donc moi, je suis quelqu'un de très anxieux. La maternité m'angoisse, la gestion au quotidien. Il y a plein de choses de la maternité en plus que je trouve très injustes. Toutes les injonctions. Le fait que des schémas se répètent avec nos mères qui reproduisent des mécanismes de choses qu'elles ont entendues, elles, de leur propre mère, des phrases qui, d'ailleurs, ont pu les faire souffrir, mais maintenant, elles aiment bien les répéter pour être dans ce rôle-là. Enfin, il y a plein de choses qui me perturbent dans la maternité. Moi, j'ai une mère que j'aime profondément, mais qui est très, très maternante. Et du coup, j'ai vu aussi les limites de ça, d'avoir un schéma de vie où la personne ne s'épanouit que dans la maternité, ce qui était le cas de ma mère. Du coup, je me méfie beaucoup de la maternité. Et c'est un peu paradoxal parce que comme c'est un sujet que j'explore énormément, parce qu'il m'intrigue certainement, et parce que j'en parle dans le spectacle et sur mon compte Insta, j'attire beaucoup de mamans qui sont très dans la maternité, très maternantes. Et je les accueille avec plaisir et je leur réponds et tout. Mais finalement, je pense qu'elles projettent sur moi une personne, certainement une influenceuse maternité. Ah oui ? Ouais, alors qu'en fait, moi, j'ai un rapport complexe à la maternité et pas tout à fait... c'est pas qu'il est malsain, mais... Je regarde tout ça avec beaucoup de distance et par exemple, j'ai pas envie que mes filles m'idéalisent. Je me positionne pas du tout en bonne copine avec elles, mais parce que je veux avoir de l'autorité, je veux garder le contrôle de la situation, mais j'ai pas ce côté transmission avec mes filles. J'ai l'impression que c'est un rapport d'égal à égal et que j'apprends tellement avec elles que je me sens pas mère. C'est ça en fait, je me sens pas vraiment mère. Je ferai tout pour elles et dans la protection, oui, je me sens mère, mais j'ai l'impression que c'est complètement une relation bilatérale et que j'apprends tellement de cette expérience que ouais, c'est pas quelque chose de top-down où je dois leur imposer un modèle, c'est vraiment dans les deux sens. Tu parlais des injustices, est-ce que tu peux expliciter et donner des exemples des choses qui te mettent en ruine depuis que t'es maman ? En fait, quand j'ai commencé tout de suite à être maman, quand j'ai eu Joséphine, encore une fois, de par, je pense, ma nature anxieuse et pour le coup très contrôlante sur tout l'aspect santé, sécurité, etc. Ça m'a enfermée dans un rôle de mère, pour le coup, hyper vigilante, très stressée. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose où, naturellement, les rôles se répartissaient comme ça. C'est une grosse généralité. Il y a certainement des couples où le papa est très angoissé et la mère très cool. Mais tous les rendez-vous médecins, c'était moi. Tout le relationnel avec l'administratif, la CAF, la pédiatre, les inscriptions à la crèche, la recherche de l'assistante maternelle. Et là, je me suis sentie envahie parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça maintenant être mère, c'est être tout le temps à être au four et au moulin, à se poser 1000 questions,
à être culpabilisée par la société, par d'autres femmes, que ce soit ma mère, ma belle-mère, mes amis. Et là, je me suis dit, mais c'est l'injustice du siècle, quoi. Et mon mari, qui en plus, lui, est très, très calme. Et puis, il voyait que je gérais tout très bien, donc il me laissait faire. Mais du coup, mon mari, il avait que le côté sympa, quoi. Il aidait, évidemment, il dormait pas de la nuit comme moi, mais j'avais vraiment eu l'impression d'une répartition naturelle des rôles qui était très injuste pour la femme. Et j'en parlais beaucoup à mes amis à cette époque-là et qui n'avaient pas encore d'enfants et qui étaient un peu étonnées de ce que je racontais. Et en fait, quand elles ont eu des enfants, elles l'ont ressenti très, très fort. Et j'ai quand même l'impression, c'est très galvaudé et tarte à la crème, la charge mentale, mais c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité, c'est un... pas du tout tarte à la crème. Non, mais c'est un truc que je trouve horrible, très dur à vivre. Et je sais que j'ai une part de responsabilité et que parfois, il faudrait apprendre à déléguer et que peut-être que ça se répartirait mieux et patati et patata. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose de systématique dans le fait que ça tombe sur la femme au début et que certainement, on est élevé comme ça. On est élevé pour absorber cette charge mentale, gérer et voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'injustice, je pense, la plus forte qui m'a le plus assommée quand j'ai commencé. Et c'est pour ça, je crois aussi que j'ai foncé vers le stand-up à ce moment-là. Je me suis dit, non, ça peut pas être que ça ma vie. Il te fallait une fenêtre. Ouais. Et tu as réussi à emmener ton mari dans ce rythme-là. Et du coup, j'imagine que ça a permis de rééquilibrer aussi. Ah ouais, en fait, le spectacle est très dur vis-à-vis de mon mari, mais parce qu'il parle beaucoup de cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est complètement moi qui lui fais à l'envers et ça me fait un bien fou. C'est pour ça que les gens, ils sont toujours là, circonspects quand ils sortent du spectacle. En mode, mais attends, elle est jamais là le soir et tout. J'ai l'impression qu'elle a un mari qui gère. Oui, évidemment. Mais encore avec un mari qui gère tous les soirs, je trouve que l'ardoise est à peine à l'équilibre. C'est pour vous dire à quel point je trouve que le système est injuste. Il y a quand même un gros sujet justement sur le couple, au-delà du couple parental, l'intimité, le sexe, le marasme sexuel de la petite enfance. Est-ce que tu as hésité quand tu as écrit ton spectacle à parler de tout ça? Non, pas du tout. C'était open? Ouais, je suis hyper open. Pour la première fois à Metz hier soir, c'est marrant, je me suis censurée. J'ai pas fait un passage. En fait, pour la première fois, juste avant de monter sur scène, je me suis dit, tout mon passage sur le sexe, en fait, il est quand même super violent. Il y a ma mère dans le public, ma mère qui connaît ce passage. Hein. Donc, il y avait le maire de la ville. Et je me suis dit, ouais, c'est trop. Je vais pas le faire. Et ça m'a fait peur de me censurer. Je me suis dit, mais non, c'est pas grave. Mais bon, je l'ai ressenti comme ça hier. Mais globalement, non, je suis jamais gênée d'en parler. Parce que déjà, j'inspire quelque chose d'assez bourgeois. Donc, il y a ce décalage qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui semble vulgaire dans ma bouche. Alors qu'en fait, c'est très vulgaire ce que je raconte. C'est marrant parce que j'inspire vraiment quelque chose de bourgeois. Alors que ce n'est pas du tout le milieu social d'où je viens, mais c'est comme ça. Et du coup, j'en profite parce que c'est une force sur scène. Il y a peu de filles aujourd'hui dans le milieu qui peuvent se permettre d'être aussi trash que moi sans paraître vulgaire. Il y en a évidemment, mais... Et du coup, moi, c'est un peu le retour que me font les gens, c'est dans ta bouche, ça semble pas aussi crade que ça l'est réellement. Donc, j'en profite. Et j'en profite pour être déculpabilisante pour les femmes, de dire, voilà, la vie sexuelle à passer un certain âge, ça peut être de la merde. Moi, c'est mon cas. Oui, j'ai couché avec plein de mecs quand j'étais jeune. Enfin, passer des messages de déculpabilité vis-à-vis de tout ça. Là, est-ce que tu dirais, vu là où tu es, t'as tes filles, t'as ton mari, ça roule, tu vis de ta passion, comme tu disais. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu es arrivé là où tu voulais? Quel serait ton rêve le plus fou? Alors non, je suis pas du tout arrivée de nulle part. Hein. Je suis ça va mieux qu'il y a un an parce que je bosse pour ça. Vraiment, c'est pas j'ai un talent fou et ça. Non, les réseaux, je les bosse vraiment intensément. Le spectacle, c'est du boulot à fond. Donc, ce que je me souhaite, c'est juste d'arriver à maintenir cet équilibre de vie le mieux que je peux pour continuer à grandir dans ce métier. Et il faut aussi que j'apprenne à... Mais là, vraiment, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe, mais à prendre plaisir dans le processus. Parce que l'objectif, c'est quoi? Remplir l'Olympia. Mais je vois tous ceux qui ont rempli l'Olympia, ils pensent à des zéniths. Et tous ceux qui ont fait des zéniths, et c'est insatiable comme quête. Et il faut prendre du plaisir dans le chemin parce que c'est des métiers d'ego. C'est des métiers où l'ego en veut toujours plus. Et on peut très bien finir en étant frustré. Moi, le stand-up, c'est un milieu où on côtoie beaucoup de façon assez naturelle les grands stand-uppers. C'est un tout petit milieu, donc on croise tout le temps tout le monde. Et chez certains d'entre eux qui ont une renommée publique très très forte, qui font du cinéma et tout, on sent de la frustration. On sent de la jalousie vis-à-vis des petits nouveaux qui arrivent.
dis, mais comment c'est possible ? Le mec, il a fait 10 000 films, il remplit l'Olympia comme il veut, il est frustré. Et c'est là où on se dit, il faut dégonfler l'ego, il faut prendre du plaisir juste aussi dans l'artisanat du métier qu'on fait. Est-ce que tes filles te permettent aussi de redescendre aussi, de ne pas trop justement te gonfler de tout ça ? Ouais. Et est-ce que, à l'inverse, tu prends plus de plaisir avec elles depuis que tu as ouvert cette fenêtre ? Ah oui, alors complètement. C'est marrant parce que quand j'ai commencé le stand-up, les gens me disaient, tu vas voir, ça va être une force ta famille, ça va te ramener les pieds sur terre. Et je le ressentais pas à ce moment-là, puisque j'avais l'impression que j'étais plutôt en train de mettre ma famille de côté pour me concentrer sur le stand-up. Et aujourd'hui, mais je le ressens à 10 000 %. Enfin, honnêtement, j'ai pas de plus grand bonheur en vrai que d'être avec mes filles et mon mari. Mais quand même mes filles. Non, que d'être avec mes filles, c'est vraiment le plus. Et puis cette semaine, par exemple, où ça a été un peu compliqué entre la grande qui s'est cassé le bras, la petite qui s'est pété le front, là, ça a enlevé tout le stand-up, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus fort que ça, quand même. Hein. Mais quand je dis la famille, ça peut être les amis, c'est pas obligé de faire des enfants. C'est juste la vie perso, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Enfin, l'amour, l'amitié, ce qu'on ressent au quotidien. Le stand-up, ça reste un job. Aujourd'hui, de plus en plus, je le vois quand même comme un job. Un job qui me permet de parler à des gens et de rencontrer des gens. Donc, c'est un job merveilleux. Mais ça reste un job. Et clairement, ça ramène sur terre quand on retrouve ses proches et qu'on vit des vrais moments de convivialité, de se dire, c'est quand même ça le sel de la vie. Merci Marie. Merci donc, à toi. On peut te voir en ce moment Est-ce que tu peux me faire le petit pitch de tes prochaines dates? Et alors, mes prochaines dates, 7-8 février ou 8-9 février, je ne sais plus, à Lille pour l'Hilarius. Sinon, tous les mercredis à Au Point Virgule. Et j'ai des dates un peu partout, à Genève, Marseille, etc. Mais tout est dans la bio de mon Insta. Voilà. J'ai un petit lien qui résume tout. Vous pouvez réserver les billets, etc. Insta, Marine Leonardi, à toutes les dates. Et donc, Lille, la semaine prochaine, j'aurais pu revenir te voir. Bah oui, non, je suis super contente. C'est l'Hilarius. Je suis un peu la pub de l'événement, mais il en a pas besoin. Et en fait, c'est Montreux qui a essemé et qui a monté ça il y a quelques années. Et ça marche très, très fort. Et d'ailleurs, il se dit que le public lillois est extraordinaire et que c'est une des clés du succès de l'Hilarius. Donc, j'ai hâte de le faire. Merci. Merci Marine. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.